Bienvenue à tous. Donc, comme vous le savez sans doute déjà, cette année est un peu particulière pour la congrégation, puisque nous fêtons le centenaire de la congrégation des bénédictines de Sainte-Bathilde, qui ont été fondées en 1921. Et donc c'est à cette occasion que nous avons eu l'idée de nous instruire sur notre patronne que nous ne connaissons pas bien, Sainte-Bathilde, donc qui a vécu à une époque reculée. Et donc nous avons invité M. Bruno Judy, qui est historien, professeur honoraire de l'Université de Tours, et qui a beaucoup travaillé sur cette période, sur Saint-Martin en particulier, puis sur toute la période de transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, qu'on considère souvent comme une période obscure, surtout parce qu'on ne la connaît pas bien. Donc on est très heureuse que vous ayez accepté de venir nous parler. Et voilà. Alors, je remercie la sœur Bigueur et les sœurs Claire et l'ensemble de la communauté des sœurs qui m'ont invité à venir vous parler de Sainte-Bathilde. Et alors, évidemment, c'est en plein dans mon domaine, qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, premier Moyen-Âge, période de transition entre, comme vous l'avez dit, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Alors, évidemment, vous savez tous que la reine Bathilde, parce que c'est une reine, Sainte Bathilde, a donné son nom à la congrégation des bénédictines, fondée par Marguerite Waddington Delmas il y a un siècle. Et ce n'est certainement pas un hasard si une reine des Francs, d'origine anglo-saxonne, avait été choisie comme sainte patronne. Et alors, peut-être qu'on en parlera, j'espère qu'on pourra un petit peu discuter. Je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on puisse parler. Il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses à nous donner. Mais ce serait une suggestion de Don Vess, un moine de Ligugé, pour donner le patronage de Sainte-Bathilde à la fondation de Marguerite Waddington. En tout cas, ce que je voudrais souligner d'abord, et avec force, et que vous voyez bien évidemment avec cette carte, c'est qu'il y a un immense écart chronologique entre l'Europe, aussi bien l'Europe d'aujourd'hui que l'Europe d'il y a un siècle, à l'époque de la fondation de cette congrégation, et l'Europe du 7e siècle. Voilà, c'est à peu près ça. La reine Bathilde vivait plus d'un siècle avant Charlemagne. Bon. Alors, malgré cet écart de temps si considérable, on notera d'abord que les sources concernant Bathilde sont relativement abondantes et variées. Donc on peut savoir des choses de manière positive sur Bathilde. On a en particulier une vita, une vie de Sainte Bathilde, rédigée aussitôt après la mort de Bathilde, vers 680, et probablement par ou sous les ordres de Berthilde, qui était l'abbesse de Chelles, où Bathilde était décédée. Alors même si ça n'est pas une vie de saint, ça n'est pas une biographie, parce que c'est un texte qui est composé pour montrer la sainteté de la sainte ici, mais néanmoins, on peut constater la présence de nombreuses indications concrètes qui peuvent être en partie contrôlées par d'autres sources, et donc ce sont des indications très précieuses pour connaître effectivement Sainte Bathilde. Et donc elle est mentionnée dans d'autres sources du 7e siècle ou du 8e siècle, et puis nous verrons aussi que nous avons aussi des objets, alors je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais nous avons des objets en rapport avec Bathilde, et c'est un des aspects les plus intéressants de la documentation. Alors, avant de parler plus directement de Sainte Bathilde, je vais commencer par quelque chose d'un peu rébarbatif, je m'en excuse, mais c'est un peu un commentaire de cette carte
pour rappeler de quel royaume Bathilde était la reine. Bon. Et donc, qu'est-ce que ça signifie que le royaume des Francs au 7e siècle? Alors, on rapporte l'origine de ce royaume à Clovis. Voilà, hein. Clovis qui régnait entre 481 et 511, c'est-à-dire déjà assez longtemps avant Bathilde, hein, fin 5e, début 6e siècle, vous voyez. Et puis, on connaît ce royaume surtout grâce à Grégoire, l'évêque de Tours, à la fin du 6e siècle, qui a rédigé 10 livres d'histoire, et qui parle en particulier de Clovis. Alors, Clovis régnait sur les provinces du nord de la Gaule romaine. C'était un roi barbare, je dis barbare entre guillemets, vous allez comprendre. Il appartenait à un groupe germanique établi de longue date à l'intérieur même de l'Empire romain, donc il ne s'agit pas d'invasion, c'est beaucoup plus compliqué. Et les Francs entre guillemets aussi, dont il était le roi, n'était pas une tribu germanique, si vous voulez, au sens tribal, mais il appartenait à un groupe d'auxiliaires germaniques recrutés par l'armée romaine et recrutés dans différentes populations germaniques, aussi bien à l'extérieur de l'Empire romain qu'à l'intérieur de l'Empire romain. Et c'est ça qui fait l'originalité des Francs. C'est l'armée romaine elle-même qui a créé la notion de franc. Le père de Clovis, selon Grégoire de Tours, s'appelait Childéric. Et au XVIIe siècle, on fit une découverte extraordinaire à Tournai, donc aujourd'hui en Belgique, une découverte d'une tombe royale à cause de l'abondance d'objets magnifiques, en or, etc. Bon. Et parmi tous ces objets magnifiques, il y avait un anneau sigillaire en or portant l'inscription Childerici Regis, donc le roi, appartenant au roi Childéric. Donc voilà, on était sûr d'avoir découvert la tombe du père de Clovis. Bon. Et alors cette tombe nous apprend beaucoup de choses évidemment, mais je soulignerai simplement un aspect, c'est que on a sur cet anneau une sorte de portrait du roi. Alors il a des longs cheveux, c'est un rex crinitus, un roi chevelu, ce qui peut paraître barbare en quelque sorte. Mais il a un manteau, voilà, accroché avec une figure sur l'épaule, et qui est un manteau de général romain. Et ce roi barbare est en même temps un général romain. Et puis, des fouilles beaucoup plus récentes, au XXe siècle, enfin, il y a une quarantaine d'années, pas plus, ont eu lieu sur le site même de la découverte du XVIIe siècle, donc, à Tournai, dans un quartier qui est à côté de l'église Saint-Brice. Alors, c'est pas par hasard Saint-Brice, enfin bon, de toute façon. Et ces fouilles récentes ont mis à jour des fosses contenant des ossements de chevaux. Et quantité énorme de chevaux, entassés dans 4 fosses qui sont disposées de manière symétrique par rapport à l'emplacement de la tombe de Childéric. Ce qui veut dire que Childéric était un général romain et en même temps il était marqué par, alors c'était un païen si vous voulez, mais pas n'importe quel paganisme, c'est-à-dire marqué par ce qu'on appelle la culture des steppes, avec des rois ou des princes qui se font enterrer avec des chevaux sacrifiés. Voilà. Donc vous voyez cette tombe de Childéric, le père de Clovis, mais Clovis lui-même, qui prend le pouvoir donc, en Gaule du Nord, par l'héritage de Childéric, et bien finalement il se fait baptiser par Rémi, Saint Rémi de Reims, et donc se fait baptiser parce que en réalité son pouvoir est largement fondé sur l'alliance avec les grandes familles sénatoriales gallo-romaines de la Gaule du Nord. Alors,
la dynastie mérovingienne, donc les successeurs de Clovis, émerge ainsi comme une dynastie chrétienne orthodoxe, au contraire d'autres monarchies barbares de la même époque, un barbare romano-germanique, comme les Ostrogoths de Théodoric en Italie, comme les Visigoths dans le sud de la Gaule et en Espagne, et qui sont chrétiens mais ariens, une autre forme de christianisme. Et alors Clovis a étendu son pouvoir à partir du nord de la Gaule, il l'a étendu vers l'Aquitaine, mais Clovis n'est pas, contrairement à une idée courante, si vous voulez, Clovis n'est pas le roi le plus important de cette dynastie mérovingienne. Comme c'est le fondateur, c'est le seul nom qu'on retient, mais ce n'était pas lui le plus important, ce sont ses fils qui ont considérablement développé le royaume des Francs, un royaume qui atteint son apogée au 7e siècle, c'est-à-dire précisément au temps de Bathilde. Et Bathilde qui est pour quelque chose, certainement. Alors, au 6e siècle, Clovis, d'ailleurs, même dans son temps, il n'est pas le plus important parmi les souverains barbares ou romano-germaniques. Théodoric, en Italie, était certainement beaucoup plus important, beaucoup plus puissant. Il est mort Théodoric est mort en 524, et par la suite, l'Empire romain, depuis Constantinople, l'Empire romain rétablit son autorité directe, parce que Théodoric prétendait gouverner l'Italie au nom de l'Empire romain. Bon, donc on est toujours dans le domaine de la romanité en Italie. Mais l'Empire romain, donc de Constantinople, rétablit son autorité directe sur l'Italie. Donc l'Italie que vous voyez donc ici en Hongrie, en fait, bon, au VIe siècle, à partir de 540 environ, au milieu du VIe siècle, toute l'Italie est sous l'autorité directe de Constantinople, et donc Rome est toujours dans l'Empire romain, donc à partir du milieu du VIe siècle, et tout au long du VIIe siècle, c'est-à-dire qu'au temps de Bathilde, Rome est dans l'Empire romain. L'Empire de Constantinople, c'est l'Empire romain. Alors, en ce qui concerne les Francs, leur pouvoir se déploie à partir de ce qu'on appelle, chez Grégoire de Tours et chez les auteurs du 7e siècle, ce qu'on appelle la Francia. En latin, Francia. Alors, Francia, on est évidemment amené très souvent à traduire ce terme latin par France. Bon, ça va de soi si on est au XVIe siècle, si vous voulez, même encore un peu avant. Mais au VIe siècle ou au VIIe siècle, on ne peut pas traduire Francia par France. C'est un anachronisme. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Et justement, la carte vous montre très bien ici. La Francia, donc, qui est le cœur du royaume des Francs, c'est un territoire qui s'étend depuis la vallée du Main. Alors vous voyez sur la carte, je vous montre comme ça, bon, la ville de Mayence, donc, et la confluence entre le Main et le Rhin. Eh bien, donc cette vallée du Main, c'est déjà la Francia. Et la Francia s'étend jusqu'aux limites de la Bretagne, vous voyez les Bretons aussi, qui eux ne sont pas du tout ni dans la Francia, ni dans le royaume des Francs. C'est totalement à l'écart. Bon. Et donc ça, c'est la Francia, si vous voulez, c'est un vaste territoire qui couvre à la fois l'Allemagne occidentale d'aujourd'hui, la Rhénanie en particulier, une grande partie des Pays-Bas, Luxembourg, Belgique c'est complètement la Francia, et puis la France du Nord actuelle, au nord de la Loire. Parce que au sud de la Loire, c'est l'Aquitaine, Aquitania, terme latin. Bon. Et une Aquitaine très très vaste, évidemment, directement au sud de la Loire, et une Aquitaine qui est en fait un territoire de conquête depuis Clovis, et qui reste au VIe siècle, au 7e siècle, un territoire de conquête. Comme d'autres territoires, comme le territoire des Alabans, correspondant plus ou moins à la Suisse actuelle, comme le territoire des Bavarois, qui sont des territoires de conquête, qui sont donc à l'extérieur de la Francia, mais dans le royaume des Francs. Dans le royaume des Francs.
Voilà. Alors, ce royaume, il domine aussi depuis le VIe siècle, vous voyez, un autre territoire qu'on appelle la Thuringe, le duché de Thuringe, vous voyez, là, ici, tout à fait à l'est, mais qui est donc désormais aussi à l'intérieur du royaume des Francs. Et puis, on a également des territoires de conquête vers le nord, donc, vous voyez, au-delà du Rhin, vers la mer du Nord, la Frise, c'est aussi un territoire de conquête par les Francs, en particulier au 7e siècle. Voilà. Alors, les rois les plus importants, c'est au 6e siècle Clotaire Ier, qui étendit considérablement le royaume des Francs vers l'est. Et puis, au 7e siècle, Clotaire II. Donc, je reviendrai sur Clotaire II, mais ce qui est intéressant avec Clotaire Ier, c'est que dans la conquête de la Thuringe, tout à fait à l'est, Clotaire Ier donc, s'est emparé de la famille royale des Thuringiens, et il y avait donc une princesse thuringienne qui s'appelait Radegonde, dont il a fait son épouse, l'une de ses épouses. Clotaire Ier était polygame. Bon. Et Radegonde donc, a été ainsi importée en quelque sorte de la Francia. Ce qui est intéressant, c'est que Radegonde, alors elle est bien connue parce qu'on a une vita, on en a même deux qui ont été rédigées juste après la mort de Sainte Radegonde. Et donc cette princesse thuringienne, devenue reine des Francs, a en fait réussi à échapper au mariage avec Clotaire Ier, enfin, tout en étant reine des Francs, officiellement reine. Et avec l'aide de Médard de Soissons, Saint Médard, elle a réussi à échapper à la cour royale pour devenir religieuse, pour fonder un monastère, le monastère de Sainte-Croix à Poitiers. Et c'est comme ça que, évidemment, le cœur de la dévotion à Sainte Radegonde se trouve à Poitiers, naturellement. Bon. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que donc Sainte Radegonde a fait l'objet, donc elle est morte à la fin du VIe siècle, elle a fait l'objet de deux vies de saints rédigées, une par Fortunat, le poète Fortunat, l'autre par une moniale de Sainte-Croix, justement. Et que cette vie de Sainte Radegonde est aussi un peu à l'arrière-plan de la vie de Bathilde. Voilà. Alors, autre chose intéressante aussi au VIe siècle, un des rois francs du VIe siècle a été amené, donc dans les années vers 520 à peu près, il a été amené à guerroyer contre des pirates danois, alors on va dire que ce sont des ancêtres des Vikings, bon, mais ces pirates ont été complètement vaincus par les Francs, non seulement sur terre, mais aussi sur mer, par exemple. Les Francs avaient des bateaux, enfin, bon. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans cette victoire remportée donc, contre ces Danois, leur roi, qui d'après Grégoire de Tours s'appelait Cloquilalicus, donc a été tué. Alors Cloquilalicus, c'est évidemment une latinisation d'un terme scandinave, hein, et les linguistes, en tout cas, affirment que ce terme correspond exactement au nom de Hygelac, et ce nom est le nom du roi des Geats dans l'épopée anglo-saxonne de Beowulf. Grande épopée de Beowulf qui est connue aujourd'hui par un manuscrit du Xe siècle. On ne sait pas quand elle a été réellement composée, cette épopée anglo-saxonne, Beowulf. Mais vous voyez qu'il y a, à travers cet épisode, évidemment, une implication des Francs dans ce qui se passe en mer du Nord. Voilà. Alors, encore un mot sur l'organisation de ce royaume des Francs au 7e siècle. Alors, on dit aussi bien le royaume franc que les royaumes francs. Donc, vous trouvez les deux expressions. Et alors, ça tient au fait que, à la mort d'un roi franc, le royaume est partagé entre ses fils. Et on s'appuie là-dessus pour dire « Ah, c'était vraiment des barbares, n'avaient aucune conception de l'État, notamment à l'héritage romain,
l'Empire romain, c'est un État, etc. Bon, les barbares ne connaissent pas ce que c'est qu'un État, ils partagent comme ça l'État, comme si c'était une propriété privée entre les fils. Bon. C'est pas si simple. C'est pas si simple. En réalité, les partages ne sont pas si nombreux. Et il y a une pratique de ce qu'un historien actuel qui s'appelle Bruno Dumézil appelle une pratique d'élagage dynastique. C'est une formule pour dire qu'on n'hésite pas à tuer les rejetons qui pourraient être des compétiteurs pour accéder au trône royal. Vous voyez, et alors cette pratique, elle est bien attestée, pas simplement dans le royaume des Francs, mais dans l'Empire romain. Dans l'Empire romain du IVe siècle, dans la famille constantinienne. Enfin, bon. Donc vous voyez que, bon, barbares, romains, voilà. Bon. Et surtout, ce qui n'est pas si simple, c'est que les partages, en vérité, dans le royaume des Francs, ils ne sont jamais allés réellement au-delà de trois royaumes, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 3 rois francs en même temps, mais quelquefois un seul, ou quelquefois 2, quelquefois 3, bon. Mais pas plus, en réalité. Alors, ces 3 royaumes, vous les avez ici sur la carte. Il y a la Neustrie, l'Austrasie, c'est les formes allemandes, excusez-moi, et puis la Bourgogne. Ces 3 royaumes, alors, est-ce que c'est en quelque sorte l'Est, l'Ouest, le Sud? Non, c'est plus compliqué que ça. La limite entre Austrasie et Neustrie, ça passe entre Reims et Soissons. Donc, vous voyez, Reims est en Austrasie, c'est pas le royaume qui serait germanique, si vous voulez. Non, c'est d'autant moins partagé de cette façon que l'Austrasie possède aussi des morceaux d'Aquitaine. Que Tours ou Poitiers sont en Austrasie. Que Marseille est en Austrasie. Vous voyez, les 3 royaumes, c'est beaucoup plus compliqué qu'une répartition qui serait linguistique. Ça, on n'en sait rien. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Vita de Bathilde, on a précisément cette indication sur la constitution de ce royaume des Francs. Je cite: le royaume des Francs était alors en paix. Là-dessus, les Austrasiens, à l'instigation de la reine Bathilde et suivant le conseil des anciens, acceptèrent dans un esprit de paix son fils Childéric pour roi d'Austrasie. Les Burgondes, cependant, et les Francs réalisèrent leur union. Nous le croyons, ce fut grâce à Dieu et à la grande foi de Dame Bathilde, que ces 3 royaumes maintinrent entre eux paix et concorde. Donc les Francs, alors les Francs ici ça désigne les Neustriens, mais on peut remarquer aussi la notion de 3 royaumes. Le royaume des Francs, c'est 3 royaumes. Voilà. 3 royaumes qui peuvent être séparés, parce qu'il y a 3 rois différents, qui peuvent être réunis quand il n'y a qu'un seul roi qui règne sur les 3, ou quand il y a un roi pour un royaume et un seul roi pour 2 autres. Vous voyez, toutes les formules sont possibles. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est l'action de Dame Bathilde. Bien précisé dans la Vita, une action politique sur la constitution même du royaume des Francs. Alors, Bathilde, voyons Bathilde maintenant, l'origine de Bathilde nous tourne vers l'Angleterre. Avancer dans l'image. Voilà, cette carte-là sera plus parlante. L'Angleterre. Alors, selon la Vita de Sainte Bathilde, je cite, appelée par la providence divine du fond des pays situés au-delà des mers. Alors, évidemment, par rapport à la Neustrie, aux Francs, au-delà des mers. Bon. Vendue à vil prix. Vendue à vil prix, c'est important. Cette excellente et précieuse perle de Dieu est parvenue jusqu'ici. Elle fut recueillie par un chef franc, un homme illustre, nommé Erquinoald. Et un peu plus loin, la Vita précise qu'elle était de la race des Saxons. Voilà. Donc, elle est anglo-saxonne, elle est bien
originaire donc, de ces royaumes anglo-saxons du 7e siècle. Et que l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, exactement du 7e siècle, c'est un ensemble de royaumes différents, et je reviendrai là-dessus sur tous ces royaumes anglo-saxons et bretons. C'est à la fois des anglo-saxons et des bretons. Alors, Bathilde. Bathilde, son nom, donc est formé de deux racines, Bald et Hilde, qui sont des racines germaniques. Les saxons, évidemment, sont des peuples germaniques. Bald qui veut dire audacieux, et Hilde qui veut dire combatif. Bon, voilà. Et alors, ce nom, Bathilde, une petite précision, parce que comment dire, si on parle un peu du nez, on pourrait confondre. Bathilde, c'est pas du tout les mêmes racines que Mathilde. C'est différent. Donc Mathilde, en revanche, c'est les mêmes racines que Mechtilde. Mathilde, c'est Marthe et Hilde. Alors c'est toujours un peu donc Marthe, puissance, puissante. Bon. Et puis Hilde, donc combatif. Voilà. Alors en revanche, Bathilde, alors c'est un nom qui n'est pas si fréquent apparemment dans le haut Moyen-Âge. On connaît un archevêque de Cologne au temps de Charlemagne, c'est-à-dire évidemment un siècle et demi plus tard, qui s'appelle Hildewald. C'est les mêmes racines, dans l'autre sens. Bon, mais c'est pas un nom très courant, semble-t-il. La géographe insiste sur l'origine modeste de Bathilde. Il convient, je cite, de consacrer en premier lieu nos chants de louange aux mérites et vertus des saints, en l'honneur de celui-là qui fait que les petits deviennent grands, qui enlève le pauvre à son fumier et le fait asseoir aux côtés des principaux de son peuple, comme il l'a fait aussi de nos jours pour une grande et vénérable dame, la reine Bathilde. Donc elle est reine, mais ses origines sont visiblement très modestes. On a une autre vita de Bathilde qui a été composée à l'époque carolingienne, au IXe siècle, et qui donne à Bathilde une origine royale. Mais cette deuxième vita est en réalité un décalque de la première, et elle a été composée à Chelles, comme la première évidemment, mais à l'époque carolingienne, Chelles est devenue une très très puissante abbaye qui accueille des princesses carolingiennes, et donc évidemment il fallait bien que la fondatrice soit forcément non seulement une reine des Francs, mais d'origine royale, enfin voilà, il fallait en rajouter en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur Bathilde? Alors, on comprend qu'elle a été vendue à vie. Ce qui signifie qu'elle était esclave, ou avait été réduite en esclavage. Alors, les royaumes anglo-saxons et les bretons, enfin, ils sont tous... bon, c'est pas seulement les anglo-saxons contre les bretons, c'est une alliance d'un royaume anglo-saxon avec un royaume breton contre un autre royaume breton, contre un autre royaume anglo-saxon. Enfin, c'est des guerres incessantes entre ces royaumes. Et donc ces guerres faisaient des prisonniers qui étaient réduits en esclavage et vendus. Alors, en général, les prisonniers, évidemment, ce sont des hommes, parce que ce sont les combattants. Ou bien, ce sont les membres des familles régnantes. Quand vraiment la bataille est une catastrophe pour un roi, toute la famille royale est réduite en esclavage. Mais il y avait aussi des pirates scandinaves ou irlandais. Il y a les deux, des pirates irlandais et des pirates scandinaves, qui menaient des raids et qui pouvaient réduire en esclavage des hommes et des femmes pour les vendre sur les marchés d'esclaves. Alors, donc dans le cas de Bathilde, on ne peut pas savoir si elle était originellement esclave, j'allais dire de naissance, ou bien si elle avait été réduite en esclavage, non pas en appartenant à une famille royale, mais appartenant à une famille libre, simplement, enfin, des paysans libres, non, paysans libres
de l'Angleterre anglo-saxonne, ça peut signifier des familles qui ont une certaine qualité économique, si vous voulez. Bon. Donc ça, on ne peut pas savoir, mais ce qui est intéressant, c'est que Bathilde devait être originellement chrétienne, parce que la Vita ne nous parle jamais d'une conversion de Bathilde, une fois qu'elle a été achetée par Erquinoald. Bon, on nous dit que Erquinoald va l'entraîner à servir dans son palais, etc. Bon, mais elle ne parle pas de conversion au christianisme. Donc elle était déjà chrétienne. Et non seulement elle était déjà chrétienne, mais on pourrait supposer qu'elle avait déjà une certaine culture chrétienne. Alors, la Vita nous dit qu'elle aspirait à mériter de parvenir jusqu'à l'époux spirituel et céleste. Alors, évidemment, c'est une formule qui est celle de la Vita, donc, bon, c'est sûr, hein, bon. Mais si Bathilde est née vers 630, approximativement, 630-635, en East Anglia, alors, East Anglia, bon, on verra pourquoi, je suppose, ce royaume-là, qu'elle aurait été vendue à Erquinoald vers 650. Bon. Eh bien, on se trouvait à ce moment-là, dans les années 30 du 7e siècle, au tout début de la conversion dans ce royaume anglo-saxon. Le royaume d'East Anglia, hein, je parle du. Le premier royaume converti, c'est le Kent. Après, la conversion a gagné peu à peu. Bon. Et donc, ça veut dire aussi qu'il n'existait pas de monachisme féminin en East Anglia, dans l'enfance de Bathilde. Et donc, on peut supposer que si elle était chrétienne, elle avait déjà une certaine culture, avant même d'être réduite en esclavage, vendue, et qu'elle se retrouve donc dans le royaume des Francs. Et puis ensuite, sa propre intelligence, son propre caractère, lui assurèrent sa promotion, en quelque sorte, chez Erquinoald, qui songea à en faire son épouse, et puis finalement, elle épousa le roi lui-même, qui était le roi Clovis II, qu'elle a épousé au plus tard, en 651. Ça, c'est le royaume d'East Anglia, donc je reviendrai tout à l'heure pour vous donner les raisons pour lesquelles on pense qu'elle pourrait être originaire de ce royaume. Ça, c'est toute la parenté de Erquinoald, qui était un très puissant seigneur franc, en effet, parce que c'était le maire du palais, Major Domus, donc lui qui avait plus ou moins la réalité du pouvoir politique, et qui était, enfin, réalité, il était lié, vous voyez, par des liens familiaux avec Dagobert Ier. C'est-à-dire que probablement, on n'en est pas absolument certain, mais probablement la mère de Erquinoald était une sœur de la mère de Dagobert Ier. Voilà, ils sont liés de cette manière. Et vous voyez donc que c'est un personnage très puissant, et également par son ascendance, Erquinoald, vous voyez qu'il y a une Gertrude dans son ascendance. Alors c'est pas la même Gertrude, Sainte Gertrude de Nivelles, qui est dans l'ascendance des Carolingiens, des Pipinides, mais néanmoins, comme c'est le même nom, il y a peut-être des liens par là avec la famille des Pipinides, c'est-à-dire les ancêtres des Carolingiens. Alors, Erquinoald est également, vous voyez, peut-être le beau-frère de Sainte Rictrude, qui était la fondatrice de Marchienne, dans l'abbaye de la vallée de la Scarpe, dans le nord de la France actuelle. Voilà, et puis donc il y a d'autres saints et saintes dans cette famille de Rictrude, et donc les relations de cette famille de Erquinoald. Alors, Bathilde elle-même, voilà, ça c'est donc une généalogie simplifiée des Mérovingiens. Donc vous voyez qu'elle est l'épouse de Clovis II, donc l'héritier de Dagobert Ier. Voilà. Et Clovis II, donc il est né vers à peu près à la même époque sans doute que Bathilde, vers 635. On n'a pas la date précise. Bon. Et Bathilde a eu 3 fils de Clovis II. 3 fils qui sont tous les 3 devenus rois,
Vous voyez ici, donc, Clotaire III, Childéric II et Thierry III. Et ce qui est remarquable aussi, c'est que toute la descendance de ces trois fils de Bathilde, ce sont tous les derniers mérovingiens jusqu'à la fin de la dynastie mérovingienne. Donc, toute la fin, si vous voulez, de la dynastie mérovingienne, ce sont des descendants de Bathilde. Alors, Clovis II est mort assez jeune, il est mort en 657, donc il avait peut-être 25 ans, hein, bon. Et Bathilde donc, se retrouve jeune elle aussi, mais régente donc, du royaume. Régente avec un pouvoir qui lui vient de ses fils, évidemment. Il y a le premier né, évidemment, le Clotaire III, qui est le successeur de Clovis II, mais qui est un enfant en bas âge. Donc c'est Clotaire III qui assure en quelque sorte la légitimité de Bathilde pour assurer la régence. Alors, elle est régente et elle est très bien entourée. Ou en tout cas, elle a su s'entourer. Évidemment, il faut faire la part de ce va-et-vient entre Bathilde elle-même, son propre caractère, sa propre intelligence, sa propre volonté, et puis son entourage et les personnages dont je vais parler. Hein. Par exemple, alors il y a Erquinoal, bien sûr, mais il est mort assez vite aussi, il est mort en 658. Alors il y a, dans l'entourage de Bathilde, il y a Éloi, Saint Éloi, évêque de Noyon. Et c'est pas le moindre des personnages de l'entourage de Bathilde. Il y a également Ouan, alors Dadon, Ouan évidemment, Saint-Ouan. Voilà, Odoenus en latin. Odoenus Dadon, Ouan, qui était donc l'évêque de Rouen. Et alors ces deux personnages, évidemment, sont des personnages tout à fait considérables. Tout à fait considérables. Ce sont des saints, bien sûr, de cette époque, mais ils ont eu un rôle immense dans le royaume des Francs, un rôle spirituel, bien sûr, mais aussi un rôle politique. Et dans le cas de Saint-Ouan, vous voyez que Saint-Ouan était évêque de Rouen. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur la Neustrie, au cœur de la Neustrie, donc la vallée de la Seine. Et donc, on a donc Saint-Ouan qui était évêque de Rouen, Saint-Éloi qui était évêque de Noyon. Et puis, on a aussi, dans l'entourage de Bathilde, Jeunesse, alors un personnage qui s'appelle Jeunesse ou Jeunisse, Saint Jeunesse. Encore un personnage qui est devenu un saint parce qu'il est devenu ensuite évêque de Lyon. Et donc c'est Saint Jeunesse ou Saint Genis. Il y a une localité dans Lyon qui s'appelle Saint-Genis et Saint-Genis-Laval. Voilà, donc vous voyez qu'elle est bien entourée, ou en tout cas elle a su être bien entourée. Le gouvernement de Bathilde a été marqué vers 658 par une affaire considérable, mais difficile à cerner exactement, qu'on appelle l'affaire Onemundus. Onemundus, c'était un évêque de Lyon. Alors, un évêque de Lyon, Onemundus, Onémon, il est connu sous le nom de, là aussi comme un saint, Saint Chamond. Saint Chamond, c'est la ville de Saint Chamond. Ne me demandez pas comment on passe de Onemundus à Chamond, mais c'est bon, c'est le même. Alors, ce Onemundus était évêque de Lyon. Et il est mort de mort violente, assassiné, tué. C'est pour ça qu'il est saint. Et alors, ce qui est, c'était un évêque très important parce que c'est lui qui avait baptisé le premier fils de Bathilde, Clotaire III. Et alors, pourquoi a-t-il été tué? Alors, on a un texte tardif qui explique qu'il avait été convoqué au palais bon, pour se justifier en quelque sorte, bon, et puis qu'il avait refusé de s'y rendre alors qu'il avait dû être arrêté, que là, lors de l'arrestation, il a été tué. L'arrestation qui se passe mal. Alors, on a un texte
très intéressant, mais bon, qui est la vita, donc une vie de Saint Wilfrid, évêque de York, donc dans le nord de l'Angleterre. Et Saint Wilfrid qui avait beaucoup voyagé avant d'être. Et beaucoup voyagé, en particulier, passé plusieurs années à Lyon, dans l'entourage de William Mundus. Et Étienne de Ripon, qui est le biographe donc, de Wilfrid, dit que Wilfrid se trouvait à côté de Onemundus quand Onemundus a été assassiné, il a été tué, et qu'il a été tué sur l'ordre de la reine Mathilde. Et Étienne de Ripon qualifie la reine Mathilde de Jézabel, qu'elle avait ordonné la mort de Onemundus, et que non seulement elle avait ordonné la mort de Onemundus, mais qu'elle avait aussi ordonné la mort de 8 autres évêques. Donc, vous voyez, c'est évidemment la référence ici, c'est dans le premier livre des rois, hein, Jézabel, l'épouse de Akab, qui fait tuer les prophètes de Yahvé, voilà. Et que c'est une accusation grave, hein, c'est qualifié Mathilde de Jézabel. Bon. Ce qui est évidemment ennuyeux, c'est que ça vient d'Angleterre en plus, parce que quand Étienne de Ripon, c'est le biographe de Wilfrid, et il écrit évidemment en Angleterre pour un public donc de Northumbrie, nord de l'Angleterre, et que Étienne de Ripon il écrit au début du 8e siècle, et que ce qu'il écrit à propos de Mathilde eh bien, a été repris par Bède le Vénérable, le grand historien de la conversion des Anglais. Bède le Vénérable, Mathilde, celle qui avait tué. Et Bède, visiblement, ne parle pas du tout de Mathilde, d'ailleurs, dans son immense histoire ecclésiastique du peuple anglais. Il n'y a rien d'autre sur le titre. Bon, alors, évidemment, ce que nous dit Bède, en fait, c'est probablement un indice de l'origine modeste de Mathilde. Parce que Bède connaît bien les différentes dynasties anglo-saxonnes. Mais comme Mathilde n'est pas d'origine royale, il n'y a pas de raison de la connaître du côté anglais. On ne peut la connaître que comme une reine des Francs, et donc à travers, en réalité, Étienne de Ripon. Alors, quant à Étienne de Ripon, pourquoi il nous raconte ça? Il parle pour un public en Northumbrie, au nord de l'Angleterre, et puis il est possible qu'il y ait eu en fait de mauvais renseignements, de mauvaises informations par l'entourage de Wilfrid. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette accusation de Jézabel, elle a été portée aussi un peu avant la vie de Wilfrid. Elle a été portée contre une reine des Francs célèbre, la reine Brunehaut, qui régnait à la fin du VIe siècle, au début du VIIe siècle, et qui a eu le malheur de s'opposer à Saint-Colomban. Alors, Brunehaut n'était pas une sainte, ça c'est sûr, mais c'était une grande femme politique. Et comme elle s'est opposée à Saint-Colomban, dans la vita de Saint-Colomban, elle est traitée de Jézabel. Voilà. Alors, et donc on a ainsi une sorte d'assimilation, là, Brunehaut, Mathilde. Bon, je reviendrai là-dessus, mais bon, c'est intéressant. Alors, Mathilde, exerçant le pouvoir politique, on nous dit qu'elle a pris des mesures qui sont tout à fait remarquables. Elle a pris en particulier une mesure pour modifier une coutume, c'est-à-dire un aspect du système fiscal, la capitation. Capitation, un impôt exigé par tête. Bon. Et alors on pourra comprendre, donc selon la Vita, c'était une coutume impie et exécrable qui inspirait à trop de gens le désir de tuer leurs propres enfants au lieu de les nourrir, parce qu'ils refusaient de s'acquitter des taxes publiques. Alors, on a l'impression que ça veut dire que la capitation, elle est payée par tête vivante en quelque sorte. Donc, une famille nombreuse, c'est 6 têtes ou 8 têtes ou 10 têtes, et donc plus il y a d'enfants, plus ça coûte cher. Voilà, bon. Alors, c'est
c'est un peu étrange parce qu'en réalité, la capitation, c'est un impôt romain qui continue de s'appliquer au VIIe siècle. Bon. Et la capitation, elle porte sur des têtes d'adultes, pas sur les enfants. Bon. Donc il faudrait supposer que ça pourrait être une capitation qu'on appelle capitation animalinum, donc sur les animaux, le cheptel. Bon. Mais alors le cheptel humain assimilé à un cheptel animal. Bon. Ce qui n'est pas impossible, mais ce qui nous placerait du côté des esclaves. Bon. Et donc un impôt pourtant non pas calculé sur les esclaves dans l'assiette, mais évidemment imposé aux propriétaires d'esclaves, évidemment. Ça pourrait rejoindre la mesure prise par Bathilde, ça pourrait rejoindre une plainte qu'on trouve dans une lettre de Grégoire le Grand, vers 600, enfin à la fin du VIe siècle, où il écrit à l'impératrice, carrément, que les paysans corses sont tellement accablés d'impôts par l'administration impériale qu'ils sont obligés de vendre leurs enfants pour les payer les impôts, et que malgré tout, ils sont finalement contraints de fuir chez les Lombards. Alors fuir chez les Lombards, chez Grégoire le Grand, les Lombards c'est les affreux par excellence. Voilà. Vous voyez. Alors, autre mesure prise par Bathilde, elle a interdit de vendre des esclaves chrétiens en dehors du royaume des Francs. Et éventuellement, elle a fait racheter des esclaves, soit pour leur rendre la liberté, soit pour les faire entrer dans des monastères. Alors, on conçoit très bien que la vente des esclaves, vous la touchez de près, évidemment. Bon, elle est arrivée comme esclave. Et aussi, on voit dans cette mesure qui a certainement été appliquée, au moins progressivement, parce que c'est cette mesure du fait d'interdire de vendre des esclaves chrétiens, donc ils restent esclaves, mais un peu plus. On voit là une mesure qui a certainement joué un grand rôle dans la conversion au christianisme des peuples du nord et de l'est de l'Europe, des peuples païens, parce que, évidemment, comme ils sont païens, à chaque fois qu'il y a une défaite militaire, les prisonniers sont réduits en esclavage et ils sont vendus. Bon. S'ils sont chrétiens, ils deviennent plus difficiles à vendre. Et voilà, donc c'est un aspect très important de la conversion au christianisme. Vous voyez que la mesure ici prise par Bathilde est un élément tout à fait important. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle, dans la politique de Bathilde, la Klosterpolitik. C'est l'historien allemand, Klosterpolitik, c'est-à-dire la politique monastique, politique de monastère. Et ça, c'est très intéressant, c'est que la Vita nous dit que Bathilde s'est occupée des seignoresses basilicae du royaume, c'est-à-dire les basiliques majeures, principales du royaume, qui étaient, alors je cite, Saint-Médard, Saint-Denis et Saint-Germain, Saint-Médard et Saint-Pierre, Saint-Aignan et Saint-Martin. Alors, il faut un peu chercher, mais on peut supposer que Saint-Denis, c'est Saint-Denis au nord de Paris. Saint-Germain, ce serait Saint-Germain d'Auxerre. Saint-Médard, Saint-Médard de Soissons. Saint-Pierre, ce serait Saint-Pierre-le-Vif à Sens. Saint-Aignan à Orléans. Et Saint-Martin de Tours. Voilà. Les 6 basiliques majeures du royaume, dont elle veut prendre soin en leur imposant la règle. Alors la règle monastique, alors on ne sait pas exactement de quelle règle il s'agit à ce moment-là. Pas forcément la règle de Saint-Benoît. Et puis alors elle s'est occupée de fonder des monastères. Et en particulier 2 monastères très importants. Ce sont 2 établissements qui ont eu une destinée absolument considérable au fil des siècles jusqu'à la Révolution française. Les 2 fondations de Bathilde, c'est d'abord Chelles. Alors vous voyez Chelles, donc sur la Marne, immédiatement à l'est de Paris. Chelles, c'est une fondation pour des femmes, des moniales. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'elle fonde Chelles, sans doute vers 657, en faisant venir à Chelles une abbesse, qui s'appelle Berthilde,
et qui était une moniale de Jouarre. Alors vous voyez, Jouarre était loin sur la vallée de la Marne, et c'est très intéressant parce que Jouarre, c'est un endroit qu'on connaît, je vais dire, assez bien, parce qu'on a encore aujourd'hui des témoignages. Voilà, la crypte Saint-Paul à Jouarre, avec le sarcophage de Théo de Childe, abbesse de Jouarre, au temps de Bathilde, donc au temps de Berthilde, donc c'est Théo de Childe qui a dû négocier avec Bathilde, envoyer Berthilde à Chelles. Vous voyez, et on a aussi dans tous ces sarcophages de Jouarre, on a tout au fond, ici, un sarcophage assez extraordinaire qui est le sarcophage de Agilbert, qui était le frère ou le cousin de Théo de Childe, de la même famille. Bon. Agilbert, il a été évêque de Paris. Mais avant d'être évêque de Paris, il était évêque en Angleterre, évêque dans le royaume du Wessex. Et pendant longtemps, enfin, il a passé beaucoup d'années en Angleterre, et il revient ensuite dans le royaume des Francs, mais à un moment où probablement Bathilde n'est plus régente, elle est désormais à Chelles. Donc vous voyez qu'il y a évidemment des relations en réalité très étroites entre le royaume des Francs et les royaumes anglo-saxons. Et puis alors, je vous montre quelques images de Jouarre parce que c'est quand même très intéressant. Voilà le sarcophage de Agilbert. Alors le côté, avec une scène qui évoque la résurrection. Et puis le petit côté avec un Christ en tétramorphe, mais c'est une représentation, c'est le premier qu'on ait en Occident, une représentation du tétramorphe. Voilà, et puis le sarcophage de Théo de Childe. Bon. Donc Jouarre, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ici, dans toute la vallée de la Marne, avec Jouarre, avec Rebais, avec Farmoutier, ce sont des fondations des années immédiatement antérieures à Bathilde, par une grande famille qui est la famille aussi de Saint-Ouen. Et cette famille, c'est une famille qui avait reçu Saint-Colomban vers 610, quand il s'échappe de la vallée de la Loire, enfin de l'histoire de la Loire, pour revenir, retourner vers le Rhin. Il passe par là, il est accueilli par cette famille. Et d'après la Vita Colombani, il avait béni les enfants, les jeunes enfants qui ensuite sont devenus Saint-Ouen, etc. Et puis Adon, le fondateur de Jouarre, et puis le fondateur de Rebais, et puis etc. Enfin, voilà. Donc vous voyez qu'il y a dans cette vallée de la Marne, évidemment, tout un contexte monastique extrêmement intéressant, et dans lequel s'insère la fondation de Bathilde à Chelles. Alors, autre fondation très importante, c'est la fondation de Corbie, donc immédiatement à l'est de Amiens. Et là, c'est une fondation de moines, pour les moines, avec un premier abbé, Théo de Fred, qui devient ensuite évêque d'Amiens, et puis un deuxième abbé qui vient de Luxeuil. Donc Luxeuil est évidemment une fondation colombanienne. Vous voyez, donc on a un réseau monastique auquel en quelque sorte se rattachent les fondations de Bathilde. Elle a aussi contribué à des fondations comme Fontenelle, Fontenelle-Saint-Vendry, et puis elle a fait de généreuses donations à Luxeuil, à Farmoutier. Bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que on peut voir ici dans ce tableau de la Neustrie on peut imaginer en quelque sorte que, et c'est une réalité, qu'il y a évidemment des liens importants avec l'Angleterre par la vallée de la Seine, évidemment par Rouen, par les monastères de l'histoire de la Seine, mais aussi par la vallée de la Somme, donc Corbie, et puis Saint-Riquier. Alors Saint-Riquier, c'est une fondation monastique antérieure aussi à Bathilde, mais pas de beaucoup. Et Riquier, Ricardus, c'était un personnage qui avait d'abord été missionnaire en Angleterre avant de revenir. Bon. Donc il y a là aussi des liens avec l'Angleterre, et j'ai noté Cantovic, tout à fait au nord, là-bas,
qui est un port qui émerge à cette époque-là pour les relations transmanches avec l'Angleterre. Alors, est-ce que Bathilde a eu aussi une politique en direction de l'Angleterre? Et là, alors c'est une question qui reste posée, mais je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Alors, c'est un objet qui a été découvert en 1998. C'est tout neuf, si je puis dire. Bon. Et c'est un anneau sigiliaire, c'est-à-dire qu'on a des montres d'anneaux, et alors qui porte une inscription. Voilà. Les lettres sont dans différentes positions, mais on lit parfaitement Bal de île 10. Bathilde. Bon. Et alors, cet objet en or a été découvert en 1998 dans les environs de Norwich, donc en East Anglia. Ah, l'East Anglia, royaume d'East Anglia. Bon. Ça a été découvert, malheureusement, si je puis dire, par un prospecteur à l'aide de, vous voyez, ces machines qui permettent de repérer les métaux. Bon. Alors je dis malheureusement parce que du coup, on n'a pas de contexte archéologique. Encore heureux que le découvreur, alors je ne connais pas le détail, mais encore heureux que le découvreur ait finalement cédé l'objet à un musée, le musée de Norwich, enfin, bon. Mais évidemment, on n'en sait pas plus, parce que je supposais que le découvreur n'a pas envie d'avoir un procès sur le dos s'il l'a découvert dans un champ qui ne lui appartient pas. Vous voyez? Bon. Donc on n'a pas de contexte archéologique, ce qui est évidemment très très ennuyeux. Bon. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a été découvert dans les environs de Norwich, donc on sait que c'est l'East Anglia. Et comme ce nom, Bathilde, je vous le disais en commençant, n'est pas si courant, enfin, pas d'autre cas en réalité. Donc, voir le nom ici sur un objet en or, évidemment, et puis avec un personnage. Alors, ce ne serait pas le portrait de Bathilde, ce serait le portrait de Clotaire III, au nom duquel elle régnait. C'est sûr, c'est bon, mais c'est quand même le sceau de Bathilde qui est régente. Et pourquoi le sceau se serait retrouvé en East Anglia? Eh bien, ça serait lié justement à la politique monastique de Bathilde, pas seulement dans le royaume des Francs, mais aussi du côté de l'Angleterre. Alors, de quelle façon? Eh bien, on a beaucoup de relations, je vous disais, entre le royaume des Francs et l'Angleterre, mais on a en particulier une princesse. Alors, on connaît par Bède le Vénérable, on connaît un certain nombre de princesses anglo-saxonnes appartenant à des familles royales, des différents royaumes anglo-saxons. On les connaît par leur nom, donc des princesses qui ont voulu mener la vie religieuse, la vie de moniale, et comme il n'y avait pas encore de monastère féminin dans les royaumes anglo-saxons qui venaient tout juste de se convertir au christianisme, eh bien ces princesses sont parties dans le royaume des Francs pour mener la vie monastique à Farmoutier, à Jouarre, aux Anglys, etc. Bon. Et il y a une princesse qui s'appelle Ereswith, qui était originaire de Northumbrie, mais qui avait épousé un roi d'East Anglia, et qui ensuite, après la mort de ce roi, donc devenue veuve, a pris le voile dans le monastère de Chelles. Et alors on n'a pas la date précise, mais enfin, d'après ce que dit Bède, on ne donne pas de date, mais vraisemblablement, c'est dès les origines de Chelles. C'était vraiment au temps de Bathilde. Et donc, évidemment, on peut imaginer que le sceau qui arrive en East Anglia, on sait comment, pouvait appartenir à un messager agissant évidemment au nom de Bathilde et donc pour établir une relation avec ce royaume d'East Anglia. Voilà. Bon. Donc vous voyez que ça c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors on a évidemment d'autres princesses, mais Ereswith, alors quand même, Ereswith est la sœur d'une autre princesse qui s'appelle Hilde ou Hilda, et qui est devenue ensuite abbesse de Whitby,
et c'est Sainte Hilda. Et c'est la première sainte anglaise, entre guillemets, anglo-saxonne, Sainte Hilda. Donc c'est une personnalité évidemment extrêmement importante. Et c'est la sœur de Eraswig qui, elle, est donc témoignale à Chelles, chez Bathilde, si je puis dire. Donc vous voyez, les liens ici sont très intéressants, hein, c'est très important. Alors, il y a une historienne anglaise qui a cherché à aller plus loin, mais bon, alors c'est un peu compliqué après. Quelques mots sur la spiritualité de Bathilde à travers la Vita. Bon. Il y a un élément intéressant, si vous voulez, dans la spiritualité de Bathilde, à travers la Vita, bien sûr, c'est qu'elle apparaît très liée à une certaine forme d'humilité. Même dans l'exercice du pouvoir royal, en l'occurrence même quand elle est régente. Et alors, bon, évidemment, il y a différentes sources littéraires hein, pour la Vita, bon, par rapport à des textes antérieurs, mais c'est quelque chose qui est intéressant parce que la Vita, par exemple, de Bathilde fait explicitement référence à la Vita de Radegonde. Mais Radegonde, il y a une différence énorme, c'est que Radegonde a été reine antique, mais elle n'a jamais régné, elle n'a jamais gouverné, elle a été toute sa vie, elle a été moniale, Radegonde. Elle s'est échappée de la cour, enfin, elle n'a jamais régné, Radegonde, elle n'a jamais exercé le pouvoir politique. Alors que Bathilde a effectivement exercé le pouvoir politique. Et néanmoins, la Vita insiste sur son humilité. Et donc une humilité qui fait qu'il y a une forme de sainteté très originale chez Bathilde, puisque c'est une sainte qui exerce un pouvoir politique, c'est une sainte par son humilité, mais une humilité qui est en quelque sorte impliquée dans l'exercice même du pouvoir. Et évidemment, je ne sais pas si vous y avez pensé en m'invitant à parler de Sainte Bathilde, mais pour moi, ça me fait penser aux travaux du père Pierre-Benoît Duvaux sur l'humilité comme élément d'exercice du pouvoir politique, alors chez Édouard le Grand en l'occurrence, mais justement c'est aussi une des inspirations possibles de la Vita. Bon, alors, je vais terminer. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire, mais on va peut-être dire sans doute des questions. Je vais terminer en évoquant un objet tout à fait extraordinaire. Voilà. Alors, il se trouve que donc, la grande abbaye de Chelles a disparu avec la Révolution française. Bon. Et les bâtiments ont été largement détruits, etc. Mais les reliques ont été conservées. Alors les reliquaires, avec les métaux précieux, évidemment les métaux précieux ont été pris bien sûr au moment de la Révolution. Mais les reliques elles-mêmes ont été conservées dans des chasses en bois, enfin bon, et conservées dans l'église paroissiale de Chelles. Conservées comme ça, telles quelles, bon, récupérées, sans y toucher. Et alors, à la fin du XIXe siècle, il y a un prêtre qui doit être le curé de Chelles qui a sorti ce qu'on appelle la chasuble de Chelles, que vous avez ici. Alors, on ne sait pas très bien comment il a fait, mais enfin, ça devait se trouver justement dans les chasses, dans les reliques. Et puis alors, plus récemment, en 1983, il y a eu un examen extrêmement poussé de tous les reliquaires qui se trouvaient dans cette église de Chelles, qui sont croisières. Et là, on a fait des découvertes tout à fait étonnantes, alors qui ne sont pas très... c'est pas aussi beau que ça, mais je suis obligé de vous en parler. C'est qu'on a découvert en réalité, on pourrait dire, la tombe de Bathilde et la tombe de Bertille aussi, de Vallès. La tombe, c'est-à-dire, évidemment, les tombes, c'était des sarcophages. Bon. Mais au IXe siècle, il y a eu une cérémonie d'élévation, on dirait de canonisation, même si, en fait, il y a déjà une vita qui est écrite aussitôt après sa mort, mais donc d'élévation sur les autels, hein, des restes de Bathilde. Donc on a dû vider le sarcophage à ce moment-là, au IXe siècle.
et tout réunir dans un reliquaire. Mais tout, absolument tout. Et tout est resté comme ça, dans ce reliquaire, jusqu'en 1983. Et donc, alors en fait c'est plus compliqué, c'est-à-dire que au moment de la Révolution, on a transféré dans des sacs. Mais malgré tout, en conservant tout, absolument tout. Bon. Et donc on a ainsi les restes organiques, enfin, bon, presque rien si vous voulez, mais on a tout de même des éléments, suffisamment d'éléments pour une étude anthropologique. On sait qu'elle mesurait à peu près 1m58, qu'elle avait des cheveux longs, enfin elle se teintait les cheveux, que ses cheveux étaient attachés avec un sorte de cordon de soie très très long, mais qui devait être enroulé. Donc voilà, enfin, donc on a des indications très concrètes sur le... Bon. Et on sait aussi que là-dessus, il y avait des tissus qui enveloppaient le... Alors ces tissus ont largement disparu, néanmoins il y a un grand manteau rose qui a subsisté pour la partie supérieure du manteau, qui devait envelopper complètement la dépouille, et qui se trouve toujours. Donc tout ça a été retrouvé en 1983, c'est intéressant. Et tout ça est exposé dans un musée à Chelles, le musée Alfred Bonneau. Et alors, sauf les reliques corporelles elles-mêmes qui sont restées dans les chasses, et donc dans les reliquaires, dans l'église paroissiale. Malgré tout, l'objet le plus considérable, le plus extraordinaire, vraiment extraordinaire, c'est ça. Alors ça, c'est pas une découverte de 1983, c'est une découverte un peu antérieure, à la fin du XIXe siècle, par justement Alfred Bonneau, qui est curé de Chelles, et donc qui publie donc la découverte sous le nom de Chasuble de Chelles. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors j'ai deux images, c'est à peu près la même, mais là c'est un peu, j'ai centré sur le décor, si vous voulez. C'est une tunique en lin qui, alors on a cru que c'était aussi dans le tombeau, mais en fait non, parce que si ça avait été dans le tombeau, ça n'aurait pas pu être conservé aussi bien. Donc ça a dû être conservé aussitôt après la mort de Bathilde dans un reliquaire lié en quelque sorte à un culte de Sainte Bathilde, même si un culte spontané, si vous voulez, enfin dans le contexte de l'abbaye de Chelles. Et puis ensuite, ça a fait partie des reliquaires qui étaient conservés dans l'abbaye jusqu'à la Révolution, etc. Et puis dans l'église paroissiale ensuite. Bon. Alors, cette tunique de lin porte un décor brodé en fil de soie. Et ce décor, alors c'est pour ça que j'ai centré ici l'image sur le décor lui-même. Ce décor est constitué de 3 colliers successifs. Donc vous avez un collier immédiatement autour de cou. Vous avez un deuxième collier qui est fixé par des petites attaches, vous voyez, sur la tunique, et avec des petits cabochons en pendentif. Et puis également une grande croix qui est accrochée à ce deuxième collier. Alors une grande croix qui est assez conséquente. Bon. Et puis un troisième collier, alors qui part également, qui fait également le tour du cou, mais qui porte, vous voyez, des sortes de cabochons, mais alors assez gros, et qui sont des ornements, on peut dire, de différentes figures. C'est pas la même représentation, hein, c'est différents éléments qui sont représentés sur le troisième collier. Alors je parle de collier, mais je vous dis en même temps que ce sont des broderies en fil de soie sur la tunique elle-même. Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est en forme de collier, mais la croix aussi, hein. La croix aussi c'est brodé, hein. C'est pas bon. Alors qu'est-ce que ça peut signifier? Et
la découverte de cette tunique a évidemment, donc Alfred Bonneau a dit qu'on ne savait pas trop ce que ça pouvait être. Alors, est-ce que c'est un tunique, est-ce que ça a été fabriqué au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, comme ça. Bon, pendant longtemps, on a hésité. Bon. Et puis, on ne savait pas trop parce que probablement Alfred Bonneau a dû commettre une erreur en sortant cette tunique. C'est-à-dire que ça faisait partie des reliquaires, et donc il aurait dû prévenir son évêque qu'il voulait ouvrir le reliquaire. Ben oui. Et donc il a dû ouvrir avant de prévenir et trouver, et puis se dire, ah ben, je ne peux pas laisser ça là-dedans. Voilà. Bon. Mais soigneusement conservé, hein, bien sûr. Mais bon. Et donc du coup, comme il n'avait pas prévenu son évêque, il est resté discret, disons, sur les circonstances de la découverte. Et ensuite, ben, on ne savait pas trop le penser de ce tissu, qu'est-ce que ça pouvait être, etc. Bon. Maintenant, on est à peu près certain que c'est un tissu qu'il faut mettre en relation avec du batik. Donc c'est du 7e siècle, hein, c'est du haut Moyen-Âge, bon, voilà, c'est absolument sûr. Et alors, ce qui est très très intéressant avec ce tissu, c'est que on a une sorte d'explication. Il y a dans la vita de Saint-Éloi, le roi de Noyon, qui était un proche conseiller de Bathilde, mais qui est mort en 660. Bon. Et alors dans la vita de Saint-Éloi, on nous dit qu'après sa mort, Éloi est apparu en songe à un courtisan, un membre de la cour, du palais, bon, en expliquant que la reine devait abandonner ses bijoux pour lui donner des œuvres, hein, et que ça ne convenait pas donc à son idéal religieux de porter des bijoux de si grande valeur, bon. Et qu'il était chargé, ce courtisan, de transmettre le message à la reine. Donc, elle est régente à ce moment-là, hein, Bathilde. Et donc, Bathilde aurait suivi l'ordre de Éloi. Elle portait de vrais bijoux, de vrais colliers, une vraie croix, etc. Bon. Elle aurait donc abandonné tout ça, alors même qu'elle était reine, donc avant même d'être à Chelles, enfin, elle est à Chelles à partir de 1665 à peu près. Mais elle ne pouvait pas abandonner les insignes de son pouvoir de reine. Et donc, elle aurait fait broder, peut-être broder elle-même, enfin, bon, et fait broder exactement la reproduction des bijoux. Alors, on a quelques parallèles qui sont évidemment intéressants. Voilà, le portrait de Théodora, l'impératrice byzantine, l'épouse de Justinien au VIe siècle, hein, on est au milieu du VIe siècle, donc à peu près un gros siècle avant Bathilde. Théodora, évidemment, elle a, vous voyez, des colliers avec des pendentifs, voilà, bon. De vrais colliers avec pendentifs, bon. On a aussi voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangéliaire de Monza, l'évangéliaire de la reine Théodelinde, une reine des Lombards. Donc on est à la fin du VIe siècle, début du VIIe siècle, on va dire presque un demi-siècle avant Bathilde. Et sur cet évangéliaire, vous voyez qu'il y a une croix, alors on a les deux quatre reliures, hein, bon, et il y a la même croix de chaque côté. Et la croix, c'est la même croix que celle qui figure dans les bijoux de Bathilde. Alors évidemment, porter une croix aussi considérable en pendentif, c'était de la part de Bathilde évidemment une affirmation de sa foi, ça, inévitablement. Hein, bon. Mais de surcroît, on peut évidemment faire le rapprochement direct entre cette croix de l'évangéliaire de Monza et la croix que portait Bathilde, ou encore, alors vous voyez, ça c'est un tableau du XVe siècle, la messe de Saint-Gilles, début XVIe siècle, même, vers 1500. La messe de Saint-Gilles, alors c'est la représentation de la messe de Saint-Gilles, c'est Charlemagne qui a commis un grand péché,
et Saint-Gilles prie pour l'âme de Charlemagne. Alors Charlemagne est en prière. Et puis, eh bien, grâce à la prière de Saint-Gilles, il y a un ange qui apparaît tout en haut et qui porte un petit papier avec l'inscription comme quoi le péché de Charlemagne est bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que la scène se passe dans l'abbaye de Saint-Denis, dans l'abbatiale de Saint-Denis. Dans l'abbatiale de Saint-Denis, à l'autel principal de l'abbatiale de Saint-Denis, et vous voyez que tout en haut de l'autel, donc il y a un décor, il y a une croix. Et là, on sait, je suis sûr, que cette croix, elle avait été fabriquée par Éloi, Saint Éloi, qui était orfèvre à l'origine. Il s'y connaissait en bijoux. Et donc c'est la croix de Saint Éloi qui est là-haut. Et c'est une croix qui est aussi une croix du même style, si vous voulez, que la croix portée par Bathilde sur ses vêtements. Voilà. Alors, donc cette chasuble de chêne, enfin la tunique, on va dire, la tunique de chêne, c'est évidemment un objet unique, absolument unique, qui est aujourd'hui présenté dans le musée Alfred Bonneau à La Chelle, et qui est le témoignage le plus extraordinaire, à la fois de la reine Bathilde et de la sainte Bathilde, en ayant trouvé cette solution pour combiner les insignes du pouvoir et le dépouillement par rapport aux richesses matérielles. Voilà. Alors, j'avais éventuellement, oui, ça c'est une image amusante, un tableau du début du XVIIIe siècle qui représente Bathilde vendue à Erquinoal. Alors, il y a le peintre du début du XVIIIe siècle qui représente le marchand d'esclaves en pirate barbaresque, avec son turban, le XVIIIe siècle, et puis Erquinoal, alors c'est le seigneur Archambault, Erquinoal qui donne en musée Archambault, le seigneur Archambault, seigneur du XVIIIe siècle, voilà. Et Bathilde, donc, en jeune esclave, voilà, bon. Et puis, alors, voilà tout ce qui reste de l'abbaye de Chelles aujourd'hui. Les deux églises, Saint-Georges et Sainte-Croix, bon, enfin, les éléments des deux églises. Et c'est tout ce qui reste. Et alors, ce qui est très intéressant, enfin, un peu étonnant quand même, c'est que Sainte Bathilde, évidemment, a été célébrée et vénérée à Chelles, bien sûr. Et également ailleurs, on a des témoignages, on a des cultes rendus à Sainte Bathilde. Néanmoins, contrairement à beaucoup d'autres saints du XVIIe siècle, comme Saint-Jean, Saint-Éloi, Saint-Louis, etc., elle n'a pas donné son nom à des lieux, des agiotes, ce qu'on appelle des agiotes toponymes. Ou même Sainte-Radegonde, justement. Sainte-Radegonde, oui, mais pas Sainte-Bathilde. Et en particulier, le monastère de Chelles n'a pas pris son nom. Ce n'est pas un monastère Sainte-Bathilde. Ce qui fait que, alors je vais vous montrer ça pour finir, voilà. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui à Chelles, c'est un projet, mais je crois qu'il est en cours de réalisation, la construction d'une église. Alors, il est vrai qu'il y avait, jusqu'à maintenant, il n'y a qu'une seule église paroissiale à Chelles, alors que Chelles, c'est une commune de 50 000 habitants, la banlieue parisienne, évidemment, mais une seule église paroissiale, l'église Saint-André, médiévale. Et donc, il y a un projet de construire une église Sainte-Bathilde. Voilà. Il y aura donc à Chelles une église Sainte-Bathilde. Alors, je crois qu'elle est en chantier. Voilà donc l'apparence qu'elle aura. Donc, une apparence un peu. C'est une architecture qui semblerait évoquer un peu une architecture du Haut-Moyen-Âge. Et puis, dans cette église, il y aura une statue de Sainte Bathilde. Alors, il y en a une avant, bien sûr, Sainte Bathilde, mais voilà, c'est une statue qui a été réalisée. Alors, la statue, elle existe déjà. Une statue qui a été réalisée pour la future église Sainte Bathilde de Chelles. Et une statue, vous voyez, alors c'est ça qui est amusant, c'est que la statue évoque avec différentes pierres de couleurs, et puis la croix sur la poitrine, enfin, évidemment, la statue évoque la tunique de Chelles. Voilà, alors, je suis à votre disposition pour des questions, mais aussi pour des réponses, parce que je pense que
vous savez peut-être beaucoup de choses également autour de... Le sarcophage de Saint-Baptiste était bien à Chelles. Alors, il était à Chelles. Il était. Oui. Est-ce qu'il est visible Non, je crois qu'il n'existe plus. Il n'existe plus. Est-ce que la fondation des différentes abbayes par Bathilde avait aussi une incidence politique, des sortes de relais de pouvoir Certainement, mais... vu le monopole du savoir qu'avaient les religieux notamment alors, les fondations du 7e siècle, ça c'est quelque chose de très intéressant parce que le monachisme méditerranéen, encore au 6e siècle, encore au temps de Grégoire le Grand, à Rome, bien évidemment dans l'Empire d'Orient, il y a un très très grand nombre de monastères qui sont souvent des petites fondations, avec une dizaine, douzaine de moines nominales, et qui sont des fondations privées, avec un fondateur qui lègue une maison, un revenu, etc. Puis alors, souvent ça ne dure pas très longtemps parce qu'il y a des contestations avec des héritiers qui disent non, plus ici, etc. Donc, bon. Mais quelquefois ça peut être plus durable, mais c'est souvent dans un contexte urbain. Bon. Et la Gaule, en particulier la Gaule du Nord, voit l'émergence justement au 7e siècle, justement avec Bathilde, de fondations monastiques dans un contexte rural, avec une énorme dotation en domaines ruraux, donc une richesse foncière absolument considérable. Une richesse foncière qui, évidemment, provient de donations qui ne sont pas privées, qui sont des donations. C'est l'État mérovingien lui-même qui fournit des domaines aussi considérables. Et donc ça veut dire qu'en retour, bien sûr, les énormes revenus de Corbie, par exemple, ne sont pas destinés à assurer aux moines une sorte d'aisance matérielle incroyable. Non. Bon, c'est vrai qu'il faut faire vivre des moines qui peuvent être assez nombreux. C'est vrai que s'il y a une cinquantaine, soixantaine de moines, dans un contexte où on est... Alors, la règle de Saint-Benoît commence à se répandre, mais on a des formes mixtes, sans doute, de règle de Saint-Benoît, règle de Saint-Colomban, avec des moines qui, de toute façon, passent beaucoup de temps en prière, avec des systèmes, par exemple, de ce qu'on appelle des prières continues, donc des groupes, des moines qui se relèvent par groupe, pour que la prière soit continue dans l'église du monastère. Bon. Donc ça veut dire que, évidemment, les ressources du monastère sont suffisamment importantes pour pouvoir nourrir une cinquantaine, une soixantaine de moines toute l'année, les nourrir, les habiller, etc. Bon. Même sans luxe, même sans... Enfin, bon, il faut des règlements. Mais, néanmoins, l'ampleur des domaines, ce soit, enfin, en particulier Corbie c'est bien connu, on a des sources précises pour Corbie, et l'ampleur des domaines est telle que, évidemment, ce sont des monastères qui vont aussi rendre des services au roi. Des services en finançant des guerriers, par exemple, ou en fournissant, parce que ces monastères sont exemptés ils ne sont pas soumis au régime fiscal normal, au compte qui lève les impôts, etc. Bon. Mais s'ils ne sont pas soumis au régime fiscal normal, ça veut dire que c'est le monastère, l'abbaye elle-même, qui fournit directement au roi des revenus. C'est des implantations moins économiques que du royaume, libérées de tous les turbulents principicules du coin. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est bien sûr, c'est une sorte de quadrillage du pays en exagérant. Oui, c'est certainement, oui, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui a fait que la communauté bénédictine de Vence se soit réclamée de Sainte Bathilde? Parce que
il n'y avait pas de lien prouvé, c'était tout le début du machisme. Qu'est-ce qui a fait ça? Alors, je suppose que Dombès, qui était donc le conseiller de Marguerite Waddington, qui est d'ailleurs décédé avant la fondation de la congrégation de Dombès, mais enfin, bon, Marguerite Waddington était en relation avec lui pendant plusieurs années, et en particulier dans son processus de conversion au catholicisme, puisqu'elle était donc d'abord protestante, Marguerite Waddington. Et je pense que Dombès, astucieusement, je dirais ça comme ça, a bien compris que Marguerite Waddington Delmas était non seulement la fille d'un homme politique et d'un homme d'affaires très important, son père, Richard Wellington, mais aussi la nièce de William Wellington, qui fut en 1879-1880 président du Conseil de la Troisième République. Le personnage le plus important, là, la tête de l'exécutif. Le président du Conseil, c'est la tête de l'exécutif dans la Troisième République. On est au début de la Troisième République, et donc, chose qui peut paraître étonnante, qui est un peu oubliée aujourd'hui, mais un Anglais a été le chef de l'exécutif de la République française au début de la Troisième République. Et donc je pense que astucieusement Dombès a pensé à Sainte Bathilde parce que Bathilde était anglo-saxonne et qu'elle a été reine des Francs. Enfin, voilà. J'imagine que c'est ça le rapprochement. C'est William Wellington, alors anglais, il avait la double nationalité britannique et française. Il était né en France, mais des parents britanniques, et il a fait ses études à Cambridge, plus tard. C'était un archéologue, William Wellington. Alors, alors là je me tourne vers les sœurs, parce que, et c'est peut-être avant qu'on aurait la réponse, parce que apparemment, après la fondation de Vanves, la première fondation après Vanves, ça a été une fondation à Madagascar, dès 1934, en bouche. Et je me demande, je ne sais pas si quelqu'un peut avoir une réponse là-dessus, mais je me demande si là aussi il n'y a pas une sorte de filiation avec la carrière de William Wellington, parce que bon, il a été président du Conseil pendant à peu près 1 an. Ça peut paraître court, mais sous la Troisième République, c'est pas mal. C'est la bonne moyenne déjà. Et c'est pas mal, et surtout, c'est d'autant plus important que William Wellington a été un grand président du Conseil, qui a fait adopter des mesures fondamentales pour la fondation de la Troisième République. Un grand républicain, en l'occurrence, hein, même s'il était aussi de nationalité britannique. Pourquoi est-ce qu'il n'est plus président du Conseil après ça? Alors, il a été ministre des Affaires étrangères avant d'être président du Conseil, et puis après, il a été ambassadeur à Londres. C'est amusant parce qu'il était britannique, ambassadeur de France à Londres. Mais, alors, il était ambassadeur à Londres pendant plusieurs années, jusqu'à sa mort, je trouve, presque. Parce qu'il est mort assez tôt, finalement. Et William Wellington a joué un grand rôle lors de la conférence de Berlin de 1885, partage de l'Afrique entre les puissances coloniales. Et donc, je soupçonne, mais alors là, c'est une pure hypothèse, je soupçonne qu'il a pu jouer un rôle dans le fait que c'est à ce moment-là, justement en 1885, ça correspond à ce qu'on appelle la première guerre franco-ouve à Madagascar, et c'est à ce moment-là que la Grande-Bretagne et la France se sont mises d'accord en ce qui concerne Madagascar, en disant, bon, la Grande-Bretagne disant, bon, Madagascar, ça va à la France, alors que sur tout le 19e siècle, l'influence britannique avait été très importante à Madagascar. La Grande-Bretagne accepte de laisser Madagascar à la France, en échange de la reconnaissance par la France de la domination britannique sur Zanzibar. Alors Zanzibar, ça peut paraître une petite île par rapport à Madagascar, mais au XIXe siècle, Zanzibar, c'était une place de commerce très importante avec d'énormes revenus commerciaux, et donc évidemment la Grande-Bretagne avait visé l'endroit qui rapportait beaucoup d'argent. Voilà. Et alors, je ne serais pas étonné que Marguerite Waddington, donc mère Bénédicte, pouvait se souvenir de ce qui s'était passé en 1885, et donc
elle aurait été, comment dirais-je, aiguillée vers Madagascar à cause de ça. Enfin,